Bienvenue dans Politicia, votre hebdomadaire qui passe au peigne fin l'actualité du continent. Alors cette semaine, au menu, la brouille entre Dakar et Banjul à propos du blocus de la Transgambienne. C'est une route reliant le nord et le sud du Sénégal, traversant le territoire gambien. Alors cela fait des mois que ce trajet est bloqué pour tous les camions de marchandises et les transports en commun. Alors les origines de ce blocage ainsi que ses répercussions sur le quotidien des habitants ainsi que sur l'économie des pays concernés. On en parle dans quelques instants. En deuxième partie, il sera question d'un autre blocage exclusivement politique, cette fois-ci en RDC. Alors pourquoi gouvernement et opposition refusent toujours de dialoguer alors que la tenue de la présidentielle cette année semble de plus en plus improbable? Et puis l'actualité en RDC, c'est malheureusement également le drame moins médiatisé qui se poursuit à Béni. Mais dans l'immédiat, première escale donc à la frontière entre le Sénégal et la Gambie. C'est en compagnie de nos invités, Monsieur Amadou Sylla, président de l'association SOS Casamance. Soyez le bienvenu. Merci. Nous sommes également en compagnie de Monsieur Papa Ndogo Dieng. Vous êtes docteur en relations internationales et diplomatie. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue également à vous, Monsieur Hamidine Khan. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Bonjour et merci. Merci à vous. Alors, une première phase de négociation entre le Sénégal et la Gambie s'est ouverte ce dimanche 15 mai à 10h tapantes. Alors, ces pourparlers vont tenter de lever le blocus imposé aux automobilistes sur la Transgambienne. Retour sur cette réunion dans la capitale sénégalaise avec ce reportage d'Ella Djindjaï. Il a fallu plus de 15 tours d'horloge pour plancher sur 11 points d'accord entre le Sénégal et la Gambie. Ce dialogue ouvert à Dakar, au Sénégal, dimanche 15 mai, a permis aux deux parties de trouver un consensus. Il s'agit entre autres du transit routier, du pont de Farafeni et des postes de contrôle juxtaposés, des accords de pêche maritime et fluviale, de la coopération judiciaire et policière. Pour ce qui est de la gestion des frontières et la reprise du trafic, le Sénégal s'engage à travailler à la réouverture prochaine du trafic. Dakar et Banjul se sont mis aussi d'accord sur plusieurs points. Pour y arriver, et comme je le disais ce matin, il est de notre responsabilité en tant qu'État de veiller scrupuleusement à leur mise en œuvre effective. Cette responsabilité s'étend également au respect de nos engagements régionaux comme internationaux. Avec les ministres qui ont travaillé avec nous, mes collègues sénégalais, nous y croyons fermement. Et nous avons la foi qu'avec la franchise de nos discussions d'aujourd'hui et les puissants engagements pris collectivement, les relations entre la République islamique de Gambie et la République du Sénégal vont se raffermir davantage. Selon la partie sénégalaise, la concertation permanente entre les deux pays est fondamentale. Elle va permettre de prévenir les situations de crise et de trouver dans les meilleurs délais des solutions aux problèmes qui pourraient subvenir. J'aimerais saisir cette occasion qui m'est offerte pour réitérer mon engagement ainsi que celui du gouvernement gambien à travailler en étroite collaboration avec votre gouvernement pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre nos deux pays. Trois des questions abordées dimanche feront l'objet d'une future négociation. Il s'agit de la construction du pont sur le fleuve Gambie, de la pêche maritime et fluviale et de la gestion des frontières terrestres. Une réunion est envisagée à la fin du mois de juillet à l'effet de négocier un projet de mémorandum d'entente qui servira de base légale à la facilitation du transit routier entre le Sénégal et la Gambie. Alors, Monsieur Khan, on vient de le voir, il y a plusieurs conditions qui ont été posées, il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées. Mais pourtant, cette réunion de Dakar, elle laisse comme un sentiment d'inachevé. Est-ce que pour vous, cette rencontre a été une réussite ou bien un échec? Non, bon, c'est une rencontre qui est à mi-teinte, disons. Ça veut dire que c'est déjà un pas. Et puis ils vont se revoir, les deux États vont se revoir au mois de juillet. Moi, je crois que c'est une bonne approche. Déjà, le fait qu'ils se rencontrent et qu'ils en discutent à Dakar, c'est déjà une bonne décision de prise. Et puis, je crois que les autorités sénégalaises et les autorités gambiennes sont maintenant
sont maintenant rassurés et puis que les populations aussi qui des deux côtés du fleuve Gambie sont rassurées que les deux gouvernements sont en train de négocier de pied ferme, certes, mais qu'ils sont en train de voir les voies et moyens pour que le quiproquo qui existe entre les deux États frères, la Gambie et le Sénégal, seront résolus prochainement. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Monsieur Dieng, est-ce que les deux pays concernés, les deux autorités des pays concernés sont finalement autant engagés à trouver des solutions? Est-ce que le président Yahya Jammeh est prêt à lâcher du lest? Je trouve bien parce que c'est de leur intérêt, dans la mesure où le Sénégal et la Gambie sont censés véritablement coopérer, vu les liens antérieurs qui nous lient depuis fort bel longtemps. Ils ont intérêt à coopérer et je crois très bien que son Excellence Yahya Jammeh est prêt également à véritablement lâcher le sien pour pouvoir véritablement saisir les opportunités. Parce qu'il a vraiment accusé les autorités sénégalaises, en tout cas, d'être à l'origine de cette... Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ce foire diplomatique et au-delà de l'aspect économique. Il y a d'autres problèmes qui sont... Il y a anguille sous roche et il faudrait saisir cette opportunité-là pour pouvoir véritablement exhiber tous les problèmes antérieurs et véritablement faire de telle sorte que ces problèmes-là fassent abstraction, d'abrase pour partir sur de nouvelles bases. Monsieur Sylla, vous partagez le même avis. Ce problème, ce blocus n'est pas seulement politique? Oui, après, il faut bien l'analyser parce que ce blocus-là, ça a été occasionné. C'est pas nouveau. Oui, non, mais et puis c'est des transporteurs, c'est des syndicats qui ont organisé ce blocus. Oui, parce qu'il faut bien mentionner que donc les autorités sénégalaises n'ont pas fermé la frontière. Oui, ils n'ont pas fermé. Et puis, bon, ce qui était un peu gênant, c'est qu'après, voilà, il n'y a pas de réaction de la part des autorités par rapport effectivement à l'attitude de ces syndicats. Et la situation a pourri. À un moment donné, c'était devenu insoutenable et que les voix commencent à s'élever. Et que, voilà, entre le Sénégal et la Gambie, ça devrait être un dialogue permanent. Ça devrait être un dialogue permanent. D'ailleurs, il est question de mettre une autorité régulatrice voilà, dans ce sens. Je pense que là, on tend vers effectivement peut-être la mise en place d'une autorité capable de mettre en place les mécanismes d'un dialogue permanent qui permet effectivement à ces deux peuples-là d'évacuer ce qui semble être des problèmes. Mais malheureusement... qu'est-ce qui pourrait être qu'est-ce qu'il pourrait y avoir donc comme problème sous-jacent à ce blocus d'une route entre les deux pays? Bon, alors aujourd'hui, ce qui est quand même privilégié, et c'est que les gens exigent de façon générale des voix qui s'élèvent, c'est qu'un État souverain doit être en mesure d'assurer sa souveraineté. C'est-à-dire que le Sénégal aujourd'hui doit pouvoir trouver les moyens d'assurer la discontinuité, de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas cette discontinuité territoriale qui fait que la Casamance, elle est complètement coupée du reste du Sénégal. Elle ne se sent pas trop sénégalaise parce que tout simplement, pour y aller, bon, venir à Paris est beaucoup plus simple que de quitter Dakar pour aller à Ziguinchor. Ce n'est pas possible dans un pays comme le Sénégal et puis en ce XXIe siècle. Je crois que l'intelligence politique voudrait effectivement que cette solution-là puisse trouver. Aujourd'hui, la voie de contournement effectivement est privilégiée et je crois que ce n'est pas un problème de moyens qui se pose. Quelque part, moi je pense que c'est un problème de volonté politique. Alors si le gouvernement sénégalais engage effectivement des moyens conséquents pour arriver à créer à résoudre ce problème-là, je pense que la Gambie, à un moment donné, effectivement, va constater. Et puis peut-être ça va changer de politique. Mais Monsieur Kane, justement, parce qu'on parle de politique, de collaboration entre les politiques, qu'est-ce qui devrait prendre la main, finalement, dans cette question-là? Est-ce que c'est le droit sénégalais ou bien les conventions de la CEDEAO? Moi, je crois que c'est les conventions de la CEDEAO. D'ailleurs, moi, je préconise que des États comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire essayer de prendre la main pour essayer de mettre les deux protagonistes sur la table de négociation et puis les obliger, tant soit peu, à négocier et puis à trouver un accord. Parce que c'est improbable de voir que la Gambie et le Sénégal, deux États frères, ils parlent les mêmes langues, ils ont la même histoire, la colonisation les a séparés, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Il faudra qu'ils puissent coopérer.
encore plus, ils sont dans la CEDEAO. C'est un organisme qui est puissant, qui est dynamique économiquement et politiquement. Je crois que Olusegun Obasanjo, qui a négocié d'ailleurs dans le cadre... Ancien président du Nigeria. Voilà, qui a négocié pour remettre de l'ordre en Guinée-Bissau. Effectivement, on peut le remettre en selle pour qu'il essaie de voir comment Yaya Jammeh et puis Macky Sall pourront se concerter, se rencontrer et puis essayer de résoudre ce problème. Monsieur Kane, vous mentionnez la Guinée-Bissau. Justement, le président Alpha Condé a rencontré le président Vach de la Guinée-Bissau. Le président donc de la Guinée-Bissau qui a déclaré que le blocus de la Transgambienne affecte déjà les populations de la Guinée-Bissau. Il a mentionné qu'il y a des pénuries de sucre, de farine, bientôt de riz. Donc finalement, ce blocus affecte d'autres pays. Absolument, affecte d'autres pays. En premier, justement, le sud du Sénégal, la Casamance, et puis à part ça, hormis cela aussi, la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau dépend aussi du Sénégal économiquement, parce que c'est un État faible. Le Sénégal a beaucoup plus de capacité économique que la Guinée-Bissau. Dans la sous-région d'ailleurs, elle est beaucoup plus puissante que la Guinée. Et la Guinée-Bissau et la Gambie, on n'en parle même pas. Donc je crois que ça affecte véritablement la Guinée-Bissau. Et puis il faudra donc que soit le président guinéen et puis aussi le président Ouattara et puis le président, par exemple, Mohamed Buhari peut déléguer Obasanjo pour venir régler ce problème, parce que c'est un problème qui commence à durer pour le Sénégal et pour la Gambie. Et ça, ce n'est pas normal du tout. C'est pas le premier blocus de la Transgambienne. Absolument. Et ça puis, perdure. Et puis, il faudra régler ce contentieux, parce que c'est un contentieux qui existe depuis fort longtemps, alors que ça n'a pas sa raison d'être. C'est des États qui doivent se concerter continuellement, se comprendre, et puis d'ailleurs, leurs économies devaient être beaucoup plus imbriquées que ça. Beaucoup plus imbriquées que ça. Mais malheureusement, justement, chacun tire de la couverture de son côté. Et puis je crois que, comme l'a dit Einstein, il n'y a pas de problème. Un problème qui existe, ça veut dire qu'il a été mal posé. Donc je crois que le problème entre le Sénégal et la Gambie a été mal posé. Les résolutions peuvent être diplomatiques et facilement faisables. Monsieur Dieng, en tout cas de la part du président gambien, c'est le peuple sénégalais qui souffre le plus de ce blocage. Est-ce que vous êtes d'accord? Et j'aimerais d'ailleurs le mentionner. Il a déclaré, le président Yaya Jammeh, qu'il y a 950 000 Sénégalais dans son pays et moins de 5 000 Gambiens au Sénégal. Donc il faut vite faire le compte. En plus de cela, je voulais vous demander si les déclarations justement du président gambien ne vont pas mettre de l'huile sur le feu. En tout cas, tout ce que je peux dire dans un contexte pareil, je crois très bien qu'il ne faut pas y entrer dans les statistiques, comme le fait le président Yaya Jammeh, parce que je ne peux pas infirmer ni confirmer ces propos, mais tout ce que je puisse dire, les conséquences sont là, elles sont néfastes pour les deux pays, à part et égal. Ce qu'il faudrait faire est se concentrer, c'est-à-dire essayer de voir un consensus sur lequel on peut se retrouver et régler les problèmes d'une manière très prompte, parce que, comme l'a si bien mentionné mon collègue, nous sommes deux pays qui sont liés par des liens véritablement très fraternels, et j'en suis sûr et certain que les populations gambiennes et sénégalaises n'approuvent pas cette situation-là. Et nous avons pu savoir que le marché gambien à l'heure actuelle souffre parce qu'il y a beaucoup de produits qui commencent à être rares, et véritablement, comme l'a si bien dit également, il y a d'autres événements, il y a d'autres pays qui vont souffrir, tels que le Mali. Les transporteurs maliens ont récemment véritablement montré leurs indignations par rapport à ce contexte-là. Donc l'essentiel, c'est de régler la situation d'une manière très rapide. Il faut quand même rappeler que cette dernière brouille, en tout cas, elle est subvenue après que la Gambie ait augmenté le prix du passage, donc de 4 000 francs CFA, si je ne m'abuse, c'est passé à 400 000 francs CFA. Qu'est-ce qui peut justifier quand même une telle hausse? Le fait d'entrer dans les détails, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer véritablement de faire table rase. C'est un mal nécessaire. Ce blocus-là est un mal nécessaire parce que ça va permettre aux deux parties véritablement d'exhiber les dysfonctionnements existants. Parce qu'il y a les transporteurs sénégalais également qui se plaignent véritablement de certaines choses qui sont injustes. De mauvais traitements. Justement? Par exemple, il y a plusieurs péages au niveau du territoire gambien qui sont injustifiés, qui ne sont pas du tout normaux, et qu'ils ont
ont fait part véritablement et auxquels il faudrait apporter des solutions. Et je trouve très bien que cette flambée de la grille tarifaire allant de 4 000 francs à 400 000 francs, cela montre tout simplement que c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement, je crois que c'est un règlement de compte déguisé. C'est un règlement de compte déguisé auquel véritablement le président Yahya Jammeh doit prendre en compte et savoir que le Sénégal c'est un pays frère. Savoir que le Sénégal c'est un pays frère, arrêter véritablement de s'adonner à certains actes qui n'ont pas lieu. Monsieur Sylla, un autre souci également, un autre problème à régler entre les deux pays, c'est la construction du fameux pont de Farafenn. Où est-ce qu'on en est ? Oui, alors je veux juste préciser un peu réagir par rapport à ce qu'il dit, c'est-à-dire, je crois que c'est une question d'organisation. Alors, il faut que nos États comprennent que, même si c'est les mêmes peuples, mais c'est des États qui sont, comment dirais-je, qui ont accédé à la souveraineté internationale. Donc, c'est-à-dire c'est des États souverains qui existent et qui ont une organisation. Je crois que pour avoir une bonne relation avec son voisin, il suffit vraiment de clarifier les choses, c'est-à-dire entre les différents acteurs qui se côtoient, notamment les transporteurs. Encore faut-il s'asseoir à la même table. Oui, mais à ce niveau-là, il y a une indiscipline terrible, il y a vraiment une surenchère extraordinaire des deux parties. Et du coup, c'est vrai que c'est que la presse peut relater, mais la réalité, elle est autre chose. Et donc, alors justement, vous connaissez très bien la région de la Casamance. Quelle est la situation sur le terrain? Mais la situation... Comment la population de la Casamance vit ce blocus? Mais elle le vit très mal, parce que de toutes les façons, pour aller déjà en Casamance, c'est un problème. C'est un problème, et avec ce blocus-là, ça n'a fait qu'effectivement aggraver la situation d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a déjà des pénuries de denrées? Mais bien sûr qu'effectivement, il y a des pénuries de denrées, et il faut juste se rendre compte en écoutant un tout petit peu les dignitaires de la Casamance qui ont élevé la voix à un moment donné, que ce soit les chefs religieux, les chefs coutumiers, les mouvements de femmes associatifs, pour comprendre vraiment que la situation, elle était un peu intenable. Et c'est que, de l'autre côté aussi, il faut considérer, parce que là, je crois que là, la politique doit être très intelligente pour, en tout cas, apaiser ces relations-là, plutôt que ça soit une politique de sentiment, d'égo, où on dit, voilà, bon, donc, non, je pense que cette manière, cette approche qu'on a essayé de montrer, c'était pas la bonne approche. Et du coup, je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est vrai, la CEDEAO a fait son travail, elle doit intervenir, on doit en voir tout, mais je crois qu'au Sénégal, il y a suffisamment de ressources. Il ne faut pas que les politiques monopolisent. Le peuple lui-même peut régler le problème d'une certaine manière. Parce qu'entre les peuples, il n'y a pas de difficulté. Il y a des chefs religieux aujourd'hui qui sont au Sénégal, qui ont comment dirais-je, des connexions en Gambie. Il y a des artistes sénégalais qui peuvent jouer de la médiation. Tout ce monde-là, il y a jamais, c'est pas quelqu'un de fermé, c'est quelqu'un d'ouvert. Et pourtant, il a qualifié en tout cas ce blocus de mauvais voisinage. Mais oui, mais ça, c'est de la politique. C'est au niveau des élites. C'est ça qui est quand même dommage. C'est l'élite qui a un problème par rapport effectivement aux préoccupations des populations. C'est à l'élite maintenant de comprendre que son attitude ne doit pas être effectivement une attitude Monsieur Khan ? Ce que je veux rajouter, c'est qu'il faudra faire de sorte à ce qu'il n'y ait pas eu de surenchère. Parce que s'il y a une surenchère, il y a des groupes ou bien des pays qui sont mal intentionnés, qui peuvent vouloir appuyer dessus. Il faut quand même souligner les mouvements de rébellion. Rébellion et puis même les mouvements intégristes. Oui. Les mouvements intégristes peuvent profiter de cette faille pour essayer d'attaquer, par exemple, le Sénégal, et puis d'ailleurs même déstabiliser, même Yahya Jammeh, même s'il se dit islamiste et autres, il peut être déstabilisé à cause de ça. Il y a des mouvements qui n'attendent que ça. Et puis il ne faudra pas aussi que les Africains attendent que des puissances occidentales viennent régler le problème. Ce serait dommage pour l'Afrique. Et on a mentionné la CEDEAO, mais j'aimerais également mentionner l'organisation pour la mise en œuvre du fleuve Gambie. Donc les deux pays en font, voilà, les deux pays en font partie. Qu'est-ce qu'elle fait, cette organisation? Bon, cette organisation, jusqu'à présent, elle est presque muette. Hein, mais bon, je crois qu'ils ont tenté peut-être par des canaux diplomatiques obscurs à régler le problème. Peut-être qu'ils n'ont pas abouti, Mais ce que je veux dire, c'est que la CEDEAO doit prendre ça en charge. Et puis essayer de faire de sorte, justement, je le répète, à ce que des mouvements non mal intentionnés profitent de cette bruit pour essayer de déstabiliser les deux pays. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que regardons par exemple au niveau de la Casamance, où déjà il y a une situation effectivement pas trop stable. Récemment, il y avait un communiqué de l'Australie. Alors,
de l'Australie, du gouvernement australien, qui effectivement mentionnait que c'est dangereux d'aller en Casamance parce qu'il y a un risque effectivement imminent d'affrontement. Excusez-moi, je vous interromps. Tout à l'heure, on mentionnait donc le pont de Farafenn. Est-ce que ça pourrait expliquer ce retard de construction du pont? Oui, mais en fait, ce pont-là, moi, j'ai eu le privilège d'être... Puisque la BAD, en tout cas, a validé le projet, les fonds ont été débloqués, ça n'avance pas. Le pont-là, c'était depuis le temps du président Senghor. Depuis l'indépendance, président Senghor, Daouda Kairaba Diawara, et j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président Diouf qui m'a un peu expliqué effectivement ce détail-là. Donc, depuis le président Senghor, jusque-là, le pont, c'est un projet qui n'a jamais avancé. Pour des raisons que personne ne peut expliquer. Il y a même à un moment donné, je crois, un financement qui a été mobilisé pour effectivement la construction de ce pont-là. 50 milliards de francs CFA. Tout est mis, en tout cas, sur pied pour qu'effectivement cette construction-là démarre. Pourquoi ça bloque? Alors ça, c'est une question que personne ne peut répondre. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même quelques indications? On parlait de rébellion. En tout cas de cause, je pense que si on doit préserver les relations de bon voisinage avec la Gambie, ce pont-là, je crois que va effectivement être le symbole. Alors, Monsieur Dieng, vous voulez réagir, excusez-moi. Oui, effectivement, je rejoins Monsieur Silla. Oui, je crois très bien que ce pont-là, la concrétisation de ce pont va être le symbole des règles de bon voisinage. Mais d'emblée, il y a d'autres pays également qui ont... Puisqu'il y aura des contrôles tout au long de ce pont. Effectivement. Mais il y a des pays limitrophes qui ont leur mainmise dedans, qui sont un peu abstraites dans le système, mais qui jouent un rôle très important, tel que la Casamance, je ne dirais même pas pays, mais une partie de l'Afrique, qui véritablement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire qui entrent en ligne de compte. Parce que véritablement, il y a des gens qui mijotent comme quoi qu'il y a jamais en connivence avec la Casamance pour l'instabilité de l'Afrique et tout cela. Parce que normalement, si tel n'était pas le cas, le pont aurait été établi depuis fort bien longtemps. C'est bon de le mentionner puisque c'est quand même sous-entendu. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a connivence abstraite qui n'est pas encore médiatisée ou bien où véritablement les intellectuels n'ont pas encore le courage de le dire. Mais il faut revoir toutes ces choses-là et je crois très bien que lors de ces prochaines rencontres, il faut parler de fond en comble avec responsabilité et courage. Il y a également un aspect très important à voir, c'est-à-dire la validité ou bien la crédibilité de certaines organisations panafricanistes telles que la CEDEAO. Parce que je crois très bien que s'ils jouaient le rôle comme il le fallait, l'Afrique ne serait pas véritablement à 100 à l'heure actuelle. Parce que oui, ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut quand même mentionner, puisqu'on parle de prix, on parle de tarifs, il faut parler de monnaie. Donc il y a bien sûr tous ces problèmes entre les différentes monnaies. On en vient peut-être à une prochaine monnaie panafricaine. De toute façon, la monnaie panafricaine dont vous parlez, effectivement, les intellectuels africains, et puis je crois d'ailleurs que certains présidents africains commencent à y plancher. Et puis je crois que c'est une nécessité pour l'Afrique qui veut se construire, qui veut se développer. Et on ne peut pas rester à l'heure actuelle avec des monnaies différentes dans une communauté, par exemple, que ce soit la CEDEAO ou bien les autres communautés. Et ça, c'est un problème sur lequel les Africains doivent carrément débattre et puis trancher rapidement. Parce que c'est important pour l'intégration africaine, pour le développement de l'Afrique et pour une dynamique régionale, continentale, et puis pour savoir quand même qu'il y a une certaine indépendance de ces entités-là. Monsieur Dieng, je voulais vous demander également, alors bon, cette brouille, pour le moment, elle concerne le transport routier, mais est-ce qu'elle pourrait s'étendre au transport maritime ? Bien évidemment. Parce qu'un problème, on peut connaître le début, mais la fin, on ne peut pas le déterminer. Dans la mesure où, véritablement, vous avez parlé du problème du blocus du territoire, ça peut être terrestre, ça peut être, on ne sait jamais, on ne le souhaite pas, mais ça peut toucher beaucoup de secteurs et d'autres pays même, ou même d'autres choses qui ont été inhibées, qui peuvent se révéler et qui peuvent porter préjudice au bon voisinage entre les pays africains. Monsieur Silla, alors en tout cas, les différentes parties vont reprendre le dialogue en juillet. On approche quand même du mois du Ramadan. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps ? Comment les populations peuvent gérer cette crise en attendant juillet ? Bon, mais je pense que pour l'instant, il y a une dynamique qui est en cours, qui effectivement ne se voit pas, ne se dit pas souvent, mais la dynamique qui est en cours, c'est que c'est une dynamique de rapprochement et que les populations entre elles, je crois que ont compris et commencent effectivement à lever ces blocus qui existent. C'est-à-dire, pour aller en Gambie, moi j'ai eu des parents qui me disaient on était en Gambie.
Alors, donc au niveau de la population, oui. en tout cas, il y a de l'entraide, il y a de la coopération. Il y a déjà une dynamique qui se met en place. Et puis, bon, maintenant, je crois que à ce niveau-là, il faut maintenant formaliser pour que le trafic soit beaucoup plus... Le trafic est réduit, ça, il faut quand même le constater, parce qu'avec le blocus, c'est un trafic réduit. Mais je crois que quand le blocus, d'ici le mois de janvier, peut-être, il y aura effectivement certaines mesures qui vont être levées et qui permettront peut-être progressivement de créer les conditions d'un trafic beaucoup plus dense, comme d'habitude. Et puis, quand ils vont se retrouver autour d'une table de négociation, je crois, peut-être ils iront plus loin aussi pour essayer, en tout cas, de voir quel est le cadre qu'il faut définir pour que ce dialogue-là soit maintenu de façon permanente entre les deux pays. Et au-delà de ces deux pays-là, la Guinée-Bissau, qui est aussi concernée, parce qu'après, la Casamance, le problème casamançais aujourd'hui, tout laisse croire, les gens ne le disent pas, mais le conflit entre le Sénégal et la Gambie, ça sous-entend effectivement la question casamançaise. Et je crois que tout ça, il faut que les autorités sénégalaises ouvrent gros les yeux et essayent de poser un cadre de dialogue entre les différents pays que sont la Gambie, la Guinée-Bissau, et il faut impliquer les populations, parce qu'après tout, c'est les populations de construire l'avenir de leur territoire. Merci beaucoup, Monsieur Sylla, d'avoir pris part à ce dialogue. C'est bon. Merci également à vous, Monsieur Dieng. Merci. Merci également à vous, Monsieur Kane. Je vous remercie pour l'invitation. Nous vous remercions. Fin de cette première partie de Politicia. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la République démocratique du Congo.